Chapitre 1. Une invitation à Belgrave Hall. La pluie tombait en une bruine régulière, presque polie, depuis le début de l'après-midi, transformant les rues de Mayfair en rubans scintillants sous la lueur des réverbères à gaz. Le capitaine Hastings, chapeau baissé et col de son pardessus relevé pour se protéger de l'humidité, jeta un coup d'œil à l'enveloppe pliée dans sa main gantée. L'écriture était élégante, penchée et indéniablement aristocratique. Lui et Hercule Poirot avaient y reçu l'invitation la veille au soir, remise en main propre par un valet de pied en livrée qui s'était évanoui dans la brume dès sa mission accomplie. Elle venait de dame Aurelia Stanhope, maîtresse du vaste domaine géorgien connu sous le nom de Belgrave Hall, situé au cœur de la campagne du Norfolk. Monsieur Poirot, capitaine Hastings, votre présence est vivement souhaitée pour une réunion de fin de semaine à Belgrave Hall. Certaines questions d'ordre privé nécessitent votre discrétion et votre expertise. Aurelia Stanhope. Je l'avoue, Hastings, dit Poirot, tandis que leur taxi roulait péniblement vers la gare le lendemain matin. Cette lettre m'intrigue. Elle est brève, trop brève, et pourtant elle m'apprend beaucoup. Comment ça, Poirot ? Demandai-je en me penchant en avant avec intérêt. Les mots discrétion et expertise, mon ami, sont toujours annonciateurs de problèmes. Et remarquez, elle ne dit rien, point plaisir ou plaisir notre compagnie. Non, ce n'est pas une frivolité sociale, c'est une convocation. Belgrave Hall lui-même était le genre de maison dont on lisait parler dans les pages mondaines de Le Times. Vaste, symétrique. Sa longue façade était ponctuée de rangées de fenêtres à guillotine et d'un portique central soutenu par des colonnes doriques. L'allée de gravier dessinait une courbe majestueuse devant l'entrée principale, où un valet de pied en livrée pâle les attendait pour les accueillir. La grande salle était chaleureusement éclairée par un lustre en cristal, et un parfum de cire d'abeille flottait dans l'air. Une grande silhouette descendait l'escalier avec une grâce mesurée. Lady Aurelia en personne, encore éclatante dans sa cinquantaine, ses cheveux blonds argentés impeccablement coiffés sous un peigne incrusté de perles. « Monsieur Poirot, capitaine Hastings, c'est gentil à vous d'être venu, » dit-elle d'une voix basse et musicale. « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous devez faire la connaissance de nos invités. » Ils étaient réunis dans le salon, chacun étant un portrait de civilité, et pourtant, même au premier coup d'œil, rien ne manqua aux yeux de Poirot. Sir Reginald Stanhope, le frère cadet de Lady Aurelia, avec l'air d'un homme qui préférerait être n'importe où ailleurs. Madame Isobel Marchmont, une veuve d'une quarantaine d'années, vêtue de soie noire et de diamants, son sourire n'atteignant jamais tout à fait ses yeux. Dr Lionel Harcourt, le médecin du village, un homme maigre avec l'air de quelqu'un habitué aux mauvaises nouvelles. Mademoiselle Daphné Lovell, la filleule de Lady Aurelia, dont la beauté était gâchée par une expression de léger dédain. Colonel Arthur Fenton, retraité, avec un teint fleuri et une tendance à dominer la conversation. Monsieur Julian Ash, un critique littéraire dont les remarques désinvoltes semblaient n'amuser que lui-même. Poirot s'assit près du feu, les doigts croisés. Hastings, toujours observateur, remarqua que chaque invité semblait subtilement mal à l'aise, comme si sous la politesse apparente coulait un courant d'aversion mutuelle, ou peut-être de suspicion mutuelle. Au cours du dîner, la conversation fut tendue, et plus d'une fois le regard de Poirot s'attarda sur un regard échangé, un œil promptement détourné, une main serrant trop fort un verre de vin. Une fois le repas terminé, Lady Aurelia conduisit ses invités au salon de musique pour prendre un café et des liqueurs. C'est là, alors que l'horloge du parquet sonnait 9 heures, que se produisit le premier événement étrange. Les portes à 2 battants s'ouvrirent avec un grincement lent et délibéré, mais personne ne se tenait sur le seuil. Les valets de pied, immédiatement interrogés, jurèrent n'avoir pas touché aux portes. Un courant d'air sembla traverser la pièce, apportant avec lui une légère odeur de lavande et autre chose, quelque chose de métallique, presque comme du sang. Quelques invités rirent nerveusement. Le colonel Fenton marmonna quelque chose à propos de
vieille maison et de leur courant d'air. Mais Poirot, les yeux plissés, se pencha légèrement vers moi. « Hastings, murmura-t-il, observez s'il vous plaît le visage de madame Marchmont. Elle en sait plus qu'elle ne voudrait nous le faire croire. » Dame Aurélia sourit avec effort, demandant à chacun de regagner ses chambres pour se reposer avant l'excursion prévue au village le lendemain. Le groupe se dispersa, mais l'air semblait plus lourd, presque comme si les ombres elles-mêmes s'étaient épaissies. Plus tard, alors qu'Hastings se préparait à aller se coucher, il trouva Poirot à la fenêtre de leurs chambres adjacentes, regardant les jardins au clair de lune. « Cette maison, mon ami, » dit doucement Poirot, « n'est pas seulement un édifice de pierre et de briques, c'est un organisme. Et ce soir, il a respiré en notre présence. La question est, va-t-il nous exhaler à nouveau ?» Chapitre 2. La disparition. La pluie s'était arrêtée au matin, laissant les jardins de Belgrave Hall luisants sous un pâle soleil d'automne. De la fenêtre de notre chambre d'amis, je voyais les haies couvertes de rosée s'étendre vers le bassin d'agrément, leurs silhouettes taillées projetant de longues ombres sur les allées de gravier. Au loin, un corbeau poussa un cri, strident, rompant le silence parfait. Poirot, bien sûr, était déjà impeccable. Ses moustaches parfaitement symétriques, ses chaussures vernies étincelantes malgré le cadre champêtre. Assis à son petit bureau, il prenait des notes soignées dans son petit carnet relié en cuir. « Tu es debout tôt », ai-je remarqué en attachant mes boutons de manchette. « Il le faut, Hastings, » répondit-il. « Une maison de campagne, c'est comme un opéra, mon ami. L'ouverture commence avant même que le public ne pense à l'écouter, et l'ouverture de ce matin a déjà joué 2 notes curieuses. Avant que je puisse lui demander ce qu'il voulait dire, on frappa à la porte. C'était un valet de pied avec un plateau d'argent, portant 2 enveloppes. L'une était adressée à Poirot sur une fine plaque de cuivre. L'autre portait mon nom écrit d'une écriture vive et droite. Le mien était un simple mot de Lady Aurélia, nous invitant à la rejoindre pour le petit déjeuner dans le petit salon à 9h30. Celui de Poirot, en revanche, était différent. Il le lut en silence, puis le plia avec un soin délibéré. « De qui ?» demandai-je. « De personne, Hastings, ou plutôt ce n'est pas signé. Une simple ligne. Ne faites pas confiance à celui qui sourit. » J'ai eu un petit rire. Une blague, sûrement. Les yeux de Poirot pétillèrent, malgré sa voix grave. Peut-être, ou peut-être le premier coup de feu d'une campagne de tromperie. Le petit déjeuner servi dans le salon était raffiné. Une longue table dressée de porcelaine fine, les fenêtres ouvertes sur le parfum des feuilles humides. Lady Aurélia était déjà là, son calme imperturbable, même si je la trouvais un peu pâle. Un à un, les autres invités arrivèrent. Sir Reginald, vif et taciturne, Madame Marchmont drapée d'une autre robe sombre, le docteur Harcourt, avec une légère odeur de phénol, Mademoiselle Lovell, langoureuse et indéchiffrable, le colonel Fenton, franc et chaleureux, et Julia Nash, dont le sourire semblait indélébile. Ce fut Nash qui attira l'attention de Poirot. Son sourire était exactement celui auquel un avertissement anonyme pouvait faire référence, doux, charmant, et pourtant quelque peu hypocrite. Poirot inclina légèrement la tête, mais ne dit rien. Au cours d'un café, Lady Aurélia annonça que l'excursion du jour au village serait reportée à l'après-midi. « L'une d'entre nous, expliqua-t-elle, est indisposée. Madame Marchmont a fait savoir qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle se reposerait dans sa chambre. » La cuillère de Poirot s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. « Ah !» dit-il doucement. « La veuve, elle ne se joint pas à nous. » Curieux. La matinée se déroula sans incident, même si Poirot prit soin de parcourir les couloirs de l'aile est, où se trouvait la suite de Madame Marchmont. « On apprend beaucoup en observant la circulation dans un couloir, » me dit-il, « et celui-ci est trop calme. » Au déjeuner, Madame Marchmont n'apparut toujours pas. On lui apporta un plateau couvert dans sa chambre, et le valet de pied rapporta qu'elle l'avait faiblement remercié à travers la porte close. Personne ne semblait particulièrement inquiet. Après tout,
Un léger malaise n'était pas rare dans une vieille maison pleine de courants d'air. Ce n'est qu'en fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à disparaître derrière les arbres, que la première alerte fut donnée. Mademoiselle Lovell, revenant d'une promenade solitaire dans les jardins, mentionna en passant avoir vu la fenêtre du salon de madame Marchemont ouverte, les rideaux flottant au vent. « C'est impossible, » dit dame Aurélia en fronçant les sourcils. « Ces fenêtres collent terriblement. Je ne peux pas l'imaginer les ouvrir elles-mêmes. » Un valet de pied fut envoyé vérifier. 5 minutes plus tard, il revint, le visage couleur de lait. « Madame, la chambre est vide. »« Vide ?» répéta sir Reginald d'un ton sec. « Personne n'a dormi dans son lit depuis hier soir. Et ses affaires, elles sont toujours là. Mais elle est partie. » L'effet fut immédiat. Lady Aurélia se leva, la main sur la gorge. Le colonel Fenton aboya pour que quelqu'un fouille les lieux. Le docteur Harcourt murmura qu'elle avait peut-être fait un détour et s'était éloignée. Julian Ash suggéra, un peu trop vite, qu'elle avait peut-être décidé de partir à l'improviste. Poirot, cependant, resta immobile, les yeux mi-clos. « Hastings, » dit-il doucement, « viens. » Nous avons suivi le valet de pied jusqu'aux appartements de madame Marchemont. Ils étaient tels qu'il l'avait décrit. Le lit soigneusement fait, l'armoire pleine de vêtements, sa valise de voyage intacte dans un coin. Sur le bureau se trouvait une lettre à moitié terminée, l'encre sèche. Elle commençait par « Ma chère » et se terminait brusquement, comme si la plume avait été posée au milieu d'une phrase. Poirot examina la fenêtre ouverte. Le rebord était humide à cause de la pluie précédente, et une petite tache sombre s'y était déposée. Il la toucha légèrement du bout du doigt et la porta à son nez. « Du sang, » murmura-t-il. « Très peu, mais il est là. » Le domaine fut fouillé minutieusement. Les jardins, les écuries et même le bassin d'agrément. Aucune trace de madame Marchemont ne fut trouvée. À leur retour, le crépuscule était tombé et la maison semblait s'être repliée sur elle-même, ses longs couloirs baignant dans l'ombre. Lady Aurélia insista pour que la police soit appelée immédiatement. Un message fut envoyé à la police locale, mais il faudrait 1 heure avant qu'elle n'arrive. En attendant, Poirot demanda à tous les invités de rester ensemble dans le salon. C'est là, sous le regard lourd des portraits ancestraux, que Poirot a commencé son interrogatoire silencieux, presque conversationnel. Partir sans ses affaires, ce n'est pas un acte de volontariat, a-t-il dit. Et si elle a été enlevée, c'est quelqu'un dans ces murs qui connaît la configuration de la maison. Sir Reginald se hérissa. « Suggérez-vous que l'un d'entre nous… » « Je ne suggère rien, monsieur. Je constate simplement que la boucle est bouclée. C'est un fait qui n'aide guère les coupables, et qui m'est très utile. » Le sourire de Julian Ash s'était légèrement estompé, même s'il affectait toujours une nonchalance. Le colonel Fenton, agité, arpentait la pièce devant le feu. Mademoiselle Lovell était assise à l'écart, le regard perdu au loin. Le docteur Harcourt polissait ses lunettes avec une vigueur inutile. Enfin, un bruit de roues sur le gravier annonça l'arrivée de l'inspecteur Graves, un homme grand, voûté, à la fine moustache et qui avait pour habitude de s'éclaircir la gorge avant de parler. Il écouta le récit des événements, puis déclara qu'il commencerait par les appartements de madame Marchemont. Poirot l'accompagna, lui montrant le sang sur le rebord de la porte, l'armoire intacte, la lettre inachevée. Graves hocha gravement la tête, mais ne dit rien. De retour au salon, l'atmosphère était devenue encore plus pesante. Le vent s'était levé dehors, faisant trembler les fenêtres. Au fond de la maison, une porte claqua d'elle-même. Poirot s'assit, croisant une jambe sur l'autre. « Tu vois, Hastings, » dit-il à voix basse, « ça a commencé. L'ouverture est terminée, et nous jouons maintenant le premier acte. La dame est partie, mais l'hôte fantôme, lui, est toujours là. » Chapitre 3. Les questions commencent. L'inspecteur Graves prit aussitôt les choses en main. Bien que peu ostentatoire, sa silhouette élancée et son attitude posée avaient quelque chose de apaisant. Il commença par se placer devant le feu, carnet à la main, tandis que nous autres, Lady Aurélia, Sir Reginald, le colonel Fenton, mademoiselle Lovell, monsieur H., le docteur Harcourt,
Poirot et moi-même formions un demi-cercle lâche autour de lui. Avant de commencer, dit-il d'une voix basse mais pleine de force, permettez-moi de clarifier une chose. La disparition de Madame Marchemont pourrait bien avoir une explication innocente. Mais en attendant qu'elle soit retrouvée, nous devons traiter cette affaire avec sérieux et rigueur. Je vais donc vous demander à chacun un compte-rendu complet de vos déplacements au cours des dernières 24 heures. Poirot était assis légèrement à l'écart, les mains posées sur le pommeau de sa canne. Bien que le regard de l'inspecteur aille d'un invité à l'autre, j'avais la nette impression que Poirot menait son propre interrogatoire silencieux, observant les postures, les mouvements des yeux, et même le subtil positionnement des pieds sur le tapis. L'interrogatoire commença par Lady Aurélia, qui, avec son air posé et aristocratique, raconta les événements de la veille. Après le dîner, comme vous le savez, nous avons pris le café dans la salle de musique. L'incident des portes. Eh bien, il m'a surprise, je ne le nierai pas. Mais je me suis retiré peu après, vers 10h30. Je n'ai plus revu Madame Marchemont. Graves hocha la tête, prenant note. Et ce matin, je suis descendu à 9h et j'ai constaté qu'elle avait quitté le petit déjeuner. Je pensais qu'elle était indisposée. Je n'avais aucune raison de penser le contraire jusqu'à ce que mademoiselle Lovell mentionne avoir vu la fenêtre ouverte. Sir Reginald fut le suivant. Son récit fut concis, sa voix hachée. J'ai joué une partie de piquet avec le colonel Fenton jusqu'à 11h. Je me suis retiré dans ma chambre, j'ai dormi profondément. Ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner et passé la majeure partie de la journée à la bibliothèque à lire d'anciens numéros de Le Champ. C'est tout. Le colonel Fenton a confirmé cette version des faits, ajoutant avec un rire bourru. Nous aurions pu continuer à utiliser les cartes plus longtemps, mais j'avais voyagé la veille et j'étais terriblement fatigué. La déclaration de mademoiselle Lovell fut prononcée avec une sorte d'insouciance languissante. Je suis monté juste avant 11h. J'ai très mal dormi. L'orage faisait trembler les fenêtres. Cet après-midi, je me suis promené dans les jardins. C'est à ce moment-là que j'ai vu la fenêtre du salon de Madame Marchemont ouverte. J'ai trouvé cela étrange, mais je n'ai pas imaginé qu'il y ait eu un problème. Elle marqua une pause, comme si elle hésitait à en dire plus, puis ajouta « Ce n'était pas le genre de femme à disparaître sans un mot, vous savez. Toujours très réfléchie dans ses arrangements. Quant à Julian Ash, j'ai remarqué que les moustaches de Poirot frémissaient légèrement. Ash s'adossa à sa chaise, un léger sourire aux lèvres. J'ai lu jusqu'à minuit. Un roman policier plutôt médiocre, soit dit en passant. J'ai dormi tard. Je suis descendu prendre mon petit déjeuner juste avant que Lady Aurélia ne mentionne l'absence de Madame Marchemont. C'est tout. J'en ai bien peur. La voix de Poirot, lorsqu'elle se fit entendre, était d'une douceur trompeuse. Pardon, monsieur, mais vous n'avez pas mentionné avoir vu Madame Marchemont après le dîner, n'est-ce pas? Le sourire d'Ash s'accentua. Non, pas du tout. On ne se connaissait pas vraiment, tu comprends? Le récit du docteur Harcourt fut le dernier. J'ai quitté la salle de musique à 10h30. J'avais l'intention d'écrire des lettres, mais on m'a appelé chez les domestiques. Une des servantes s'était brûlé la main. Je me suis occupé d'elle et je suis retourné dans ma chambre peu après minuit. Je n'ai vu personne d'autre. Graves referma son carnet d'un claquement sec. Très bien, je vais parler aux domestiques. En attendant, je demande à ce que personne ne quitte la salle sans ma permission. Je ferai fouiller à nouveau les environs. À demain matin, dès l'aube. L'inspecteur se retira, et pendant un instant, le salon ne fut rempli que du tic-tac sourd de l'horloge de parquet dans un coin. Puis Poirot se leva, époussetant une poussière invisible de sa manche. « Veuillez m'excuser, Lady Aurélia, j'ai des questions à aborder une fois de plus dans les appartements de Madame Marchemont. » Je le suivis à l'étage. Le couloir menant à l'aile semblait étrangement silencieux. Nos pas résonnaient sur le parquet en chêne poli. Dans la suite de la disparue, Poirot se déplaçait avec une précision féline. Il ouvrait les tiroirs, examinait la coiffeuse, s'arrêtait pour observer la vue depuis la fenêtre ouverte. « C'est ici, Hastings, » dit-il enfin, « que le silence parle. Je ne te suis pas. Regardez, il n'y a aucune trace de lutte, pas de chaise renversée, pas de verre brisé. Et pourtant, une tache de sang sur le rebord et une lettre inachevée.
Cela nous indique que le départ, si départ il y a eu, a été soudain, mais sans violence. Elle connaissait sa visiteuse. Visiteur? Poirot se tapota la tempe. La fenêtre est coincée, Lady Aurélia le dit, et il faudrait de la force pour l'ouvrir. Madame Marchemont, elle n'est pas forte. Elle a donc été ouverte de l'extérieur, et non de l'intérieur. Une personne grimpe, entre, et elle, surprise mais pas alarmée, leur parle. On lui dit quelque chose, et elle les accompagne. Volontairement mais précipitamment. Je fronçai les sourcils. Alors pourquoi ce sang? Ah, c'est bien la question, mon ami. Peut-être un accident, ou peut-être un rappel que son compagnon n'est peut-être pas entièrement digne de confiance. Nous sommes retournés à l'escalier principal et avons trouvé Miss Lovell attardée dans le hall, apparemment occupée à étudier une tapisserie. Son regard, cependant, nous suivait avec un intérêt réservé. Poirot s'est arrêté pour échanger quelques mots polis, sans conséquence, mais tandis que nous avancions, il a murmuré. « Elle a peur, Hastings. Peur de ce que nous pourrions découvrir, ou de ce qu'elle sait déjà. » Le reste de la journée se déroula dans un calme tendu. Les invités dînèrent ensemble dans la petite salle à manger. L'ambiance était guindée, les conversations se limitant à des sujets de conversation. Le jardinage, la météo, le dernier discours au Parlement. Mais sous tout cela, on percevait la tension, telle la corde tendue d'un violon prêt à se briser. Après le dîner, Poirot s'excusa tôt, prétextant la fatigue. Je le trouvai plutôt à la bibliothèque, penché sur un gros volume relié en cuir contenant des cartes de domaine. « Hastings, dit-il sans lever les yeux, demain nous irons nous promener dans le parc. Je voudrais voir la ligne du lac et les jardins extérieurs. Ce lieu ne se résume pas à sa belle façade, je crois. Il y a ici une histoire qui pèse sur le présent. » J'ai hoché la tête, mais avant que je puisse répondre, la porte de la bibliothèque s'est ouverte et sœur Reginald est entrée, l'air indéchiffrable. « Poirot, a-t-il dit, un mot s'il vous plaît, en privé. » Poirot referma la carte avec précaution. « Mais bien sûr, monsieur. » Je me suis retiré, les laissant à leur conversation, même si j'avoue que ma curiosité était piquée. Lorsque Poirot m'a rejoint une vingtaine de minutes plus tard, il était pensif, le regard perdu. « Que voulait-il » demandai-je. « Simplement pour me dire, » dit doucement Poirot, « que Madame Marchemont n'était pas celle qu'elle prétendait être. » Je le fixai du regard. « Pas... Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Voici, Hastings, le début de notre véritable enquête, et je vous assure que la vérité sera des plus inattendues. » Chapitre 4. Les fausses pistes. Le lendemain matin, le temps était froid et clair, une fine brume recouvrant les pelouses de Belgrave Hall. De ma fenêtre, je voyais les jardiniers s'affairer avec des brouettes et des râteaux, leurs silhouettes se fondant à moitié dans la blancheur. Quelque part, un palefrenier sifflait. Le son montait faiblement, en contradiction étrange avec l'atmosphère de malaise qui semblait régner dans la maison depuis la disparition de Madame Marchemont. Poirot, qui s'était levé encore plus tôt que moi, était déjà assis à la petite table du petit déjeuner dans notre chambre lorsque je le rejoignis, un œuf à la coque intacte devant lui. Il tournait un petit objet qui brillait sous ses doigts. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je en me versant une tasse de café. Il sourit faiblement. « Un bouton de manchette, Hastings, trouvé hier sous la fenêtre du salon de Madame Marchemont. »« Ah, alors c'est un indice ? » ?»« Peut-être. Mais, mon ami, méfiez-vous de l'indice qui semble trop avide d'être trouvé. Au théâtre, la fausse piste, il faut la siffler, n'est-ce pas ? Elle fait beaucoup de bruit, mais elle vous éloigne du vrai chemin. » Avant que je puisse insister davantage, on frappa à la porte, annonçant l'arrivée de l'inspecteur Graves. Son attitude était professionnelle, mais son regard trahissait une certaine lassitude. « Bonjour, messieurs. Nous avons de nouveau fouillé le terrain, minutieusement. Aucune trace de Madame Marchemont. Aucune empreinte non plus, sauf celle des jardiniers. »« Et le lac ?» demanda Poirot. « Je l'ai traîné. Rien. » Poirot inclina la tête. « Alors, inspecteur, la disparition. Elle s'est produite dans cette maison. » Graves grogna. « On dirait bien. Et pourtant... » « Comment ?
Il n'y a pas de cave assez grande pour cacher une personne, et je n'ai aucune raison de penser qu'elle, eh bien, ne soit plus parmi les vivants. Nous descendîmes ensemble dans la salle à manger, où le reste des invités s'étaient réunis. Lady Aurelia présidait en bout de table, son calme apparent étant maintenu, malgré un effort visible. La conversation était guindée, chaque remarque était formulée et chaque réponse formulée sur le même ton prudent et mesuré. Ce fut Julian Ash qui rompit la tension, d'une voix légère, presque moqueuse. Si Madame Marchmonta partit d'elle-même, je suppose qu'elle doit être à mi-chemin de Paris. Peut-être s'est-elle lassée de notre compagnie. La fourchette de mademoiselle Lovell claqua contre son assiette. C'est horrible de dire ça, Julian. Il haussa légèrement les épaules. Juste pour des raisons pratiques. Les gens disparaissent pour toutes sortes de raisons. Dettes, amants, secrets gênants. Sir Reginald marmonna quelque chose dans sa barbe, ce qui lui valut un regard acéré de Lady Aurelia. Poirot, qui avait observé cet échange avec l'air d'un homme lisant un échiquier particulièrement intéressant, se pencha soudain en avant. « Monsieur H, vous êtes souvent venu à Paris ?» H hésita. « De temps en temps, oui. Pourquoi ?»« Oh, sans raison. Simplement parce que vous en parlez comme si c'était une possibilité immédiate. » La remarque, bien que anodine, eut pour effet de crisper l'atmosphère dans la pièce. Le sourire d'H s'effaça, et je remarquai que le colonel Fenton l'observait avec un intérêt renouvelé. Après le petit déjeuner, Poirot nous suggéra de faire une promenade dans le parc. Nous longeâmes les haies taillées jusqu'au bord du bassin. L'eau était calme, reflétant le ciel pâle, et la surface ne présentait aucune trace de la sécheresse de la veille. Mais les yeux de Poirot n'étaient pas fixés sur l'eau. « Regarde, Hastings. Vois-tu le sentier qui longe l'autre rive ?»« Oui. Ça mène à la folie, n'est-ce pas ?»« Exactement. Et la folie, une structure vide, rarement visitée. Si je devais rencontrer quelqu'un en secret, ce serait un endroit idéal, visible depuis la maison, mais suffisamment éloigné pour préserver l'intimité. » Nous traversâmes le pont étroit jusqu'à la folie. C'était une structure classique, circulaire, avec des colonnes cannelées et un toit en dôme. L'intérieur était nu, à l'exception d'un banc de pierre sur lequel gisaient quelques feuilles sèches. Dans un coin, à peine visible, se trouvait le mégot d'une cigarette. Poirot le ramassa délicatement. « Un mélange turc, » murmura-t-il. « C'est cher. Et si vous examinez attentivement le papier... Ah, vous voyez ici, une légère trace de rouge à lèvres. Madame Marchmont fumait, n'est-ce pas ? Oui, ai-je confirmé. Alors elle, ou une autre dame, était là, récemment, et peut-être pas seule. Nous sommes rentrés à la maison juste au moment où le colonel Fenton sortait de la bibliothèque. Il semblait quelque peu troublé, et évitait de croiser le regard de Poirot. « Bonjour, colonel, » dit Poirot d'un ton aimable. « Vous avez lu ? Hein ? Oui, rien d'important. » Il s'éclaircit la gorge. « Zut, Poirot, je suppose que tu penses que l'un d'entre nous pourrait être impliqué dans cette affaire. Mais tu as tort, tu sais. Complètement tort. Peut-être, colonel, ou peut-être pas. » Le ton de Poirot était doux, mais j'ai perçu une faible lueur dans son regard. À l'heure du déjeuner, un nouveau fait divers avait fait jaser. Une des femmes de chambre, envoyée aérer les pièces inoccupées de l'aile ouest, avait découvert un châle de soirée drapé sur le dossier d'une chaise. Ce châle appartenait à Madame Marchmont, et, selon Lady Aurelia, il avait disparu depuis la nuit de son arrivée. Ce qui signifie, dit Sir Reginald d'un ton sombre, qu'elle était dans l'aile ouest à un moment donné, et aucun de nous n'avait de raison d'être là. Aucun à notre connaissance, corrigea H. L'inspecteur Graves prit le châle et l'examina attentivement. Il ne présentait aucun signe de dommage, mais l'intérêt de Poirot fut attiré par un léger parfum persistant dans le tissu. « De la lavande, » dit-il doucement. Le même parfum que nous avions perçu lorsque les portes de la salle de musique s'étaient ouvertes toutes seules. Cela fit sensation, et même Dame Aurélia parut troublée. « Suggérez-vous, » commença-t-elle, « que celui qui a ouvert ces portes avait aussi ce châle ?»« Je ne suggère rien, madame, » répondit Poirot, « mais la coïncidence, je ne suis pas prêt à l'ignorer. »
Cet après-midi-là, l'inspecteur interrogea à nouveau les domestiques, cherchant cette fois à savoir si quelqu'un avait été aperçu dans l'aile ouest. Les réponses furent toutes négatives, sauf une. Le jardinier adjoint affirma avoir aperçu une silhouette se déplacer dans le couloir de l'aile ouest tard dans la nuit de la disparition. Il ne put dire de qui il s'agissait. La lumière était faible, mais il pensa que la silhouette portait quelque chose. Cette révélation jeta les soupçons dans plusieurs directions. Le colonel Fenton s'était retiré tard, et sa chambre se trouvait à l'ouest de la maison. Julian Ash avait été aperçu à la bibliothèque ce soir-là, mais il aurait pu facilement aller ailleurs. Même Miss Lovell, dont la chambre donnait sur l'escalier de l'aile ouest, ne pouvait être totalement exclue. Poirot, quant à lui, ne semblait pas préoccupé par ce nouveau tourbillon de spéculations. Ce soir-là, dans le salon, tandis que les autres chuchotaient dans les coins, il était assis, satisfait, près du feu, les yeux mi-clos. « Tu ne vas pas suivre cette piste ?» lui demandai-je doucement. « Mais bien sûr, Hastings. Seulement, cette piste, c'est comme un chemin dans la neige où quelqu'un aurait traîné une branche. Elle cache plus qu'elle ne montre. Cette nuit-là, alors que je me préparais à me coucher, un bruit dans le couloir attira mon attention. Le léger craquement d'une planche, suivi du léger clic d'une porte qui se fermait. J'ouvris la mienne juste à temps pour voir une ombre disparaître au coin de la rue, vers l'aile ouest. Quand j'en ai parlé à Poirot le lendemain matin, il a simplement hoché la tête. Bon, le poisson, Hastings, commence à mordre à l'hameçon. Il faut maintenant rester très calme et très patient. Chapitre 5. Un indice détaillé. Le lendemain matin, après avoir vu l'ombre se déplacer vers l'aile ouest, Belgrave Hall s'éveilla sous un ciel couleur d'étain. Le temps, comme en accord avec le malaise de la maison, était devenu humide et froid. L'air exhalait ce léger parfum de pierres mouillées et de feuilles mortes propre à la campagne anglaise à la fin de l'automne. Poirot, qui s'était levé avant que je ne me réveille, était assis à son bureau, les mains jointes sur son carnet. Il avait l'air d'un homme parvenu à une conclusion modeste mais significative. « Hastings, dit-il sans préambule, ce matin nous allons faire une visite, non pas des jardins, mais de la maison. Et vous, ouvrez grand les yeux, s'il vous plaît. » Je garde toujours les yeux ouverts, protestai-je. Ah, mais regarder n'est pas la même chose que voir. Toi, mon ami, tu es comme une caméra. Tu enregistres fidèlement, mais sans discrimination. Ce matin, nous exigeons la discrimination. Lady Aurelia, bien que visiblement tendue par la tension entre ses invités, ne s'opposa pas lorsque Poirot demanda la permission d'admirer l'architecture du hall. « C'est une vieille maison, monsieur Poirot, » dit-elle. « Vous y trouverez peut-être des courants d'air et des craquements bien plus nombreux que tout ce qui mérite votre attention. »« Madame, » répondit Poirot avec une petite révérence, « d'après mon expérience, le courant d'air et le craquement sont aussi éloquents que l'homme qui parle trop. » Nous avons commencé dans le hall principal, avançant lentement dans les couloirs. Poirot examinait les encadrements de portes, les charnières, les plinthes et même l'usure des tapis. Il marquait parfois des pauses si longues que je me sentais obligé de lui demander ce qu'il avait vu. Mais sa seule réponse fut un calme. « En temps et en heure, Hastings. En temps et en heure. » En arrivant dans l'aile ouest, je remarquai immédiatement la différence. L'air était plus froid, le couloir plus étroit et le silence plus profond. Les portes étaient moins nombreuses et plus espacées. Les 3 premières pièces étaient manifestement inoccupées. Une épaisse couche de poussière recouvrait les meubles et l'air dégageait une légère odeur d'espace clos. C'est dans la 4e pièce que Poirot s'arrêta. Cette pièce était mieux entretenue, visiblement utilisée ces dernières semaines. Une grande fenêtre donnait sur la pelouse latérale, et sous celle-ci, un radiateur avait été installé au cours de la dernière décennie. Poirot s'approcha de la fenêtre et examina le rebord. « Hastings, » dit-il doucement, « vous souvenez-vous de la tache de sang sur le rebord de la chambre de Madame Marchmont ? » ?»« Oui. »« Alors, regardez ici, une infime trace, si infime qu'elle pourrait bien ne rien signifier. Et pourtant, à mes yeux, c'est la même chose. Et remarquez, le loquet a été huilé récemment,
bien que le reste des ferrures de cette aile soit raide à cause de la négligence. Je me suis penché pour voir par moi-même. Il y avait effectivement une petite marque brun rougeâtre, à peine visible sur le bois peint. Coïncidence? Ai-je osé. Poirot haussa les sourcils. Coïncidence, dans mon vocabulaire, est un mot qui n'existe pas. Non, Hastings, quelqu'un a ouvert cette fenêtre de l'extérieur. 2 fois. Une fois dans la chambre de madame Marchemont, et une fois ici. De la fenêtre, nous pouvions voir la pelouse descendre vers un bosquet de hêtres, dont les branches nues se balançaient dans la brise humide. Un étroit sentier les séparait de la folie. Et pourtant, murmura Poirot, l'inspecteur n'a trouvé aucune empreinte de pas. Il se dirigea vers la cheminée qui, bien que balayée, dégageait une légère odeur de papier brûlé. Poirot s'accroupit et, à l'aide d'un mouchoir, récupéra un petit fragment derrière la grille. Il était carbonisé, mais quelques lettres restaient visibles. Nard Street, 14e. Un rendez-vous, ai-je suggéré. Peut-être. Ou une adresse. Mais pourquoi le brûler ici, dans une pièce inutilisée? À moins, peut-être, que l'on ne veuille pas que les domestiques voient descendre dans sa propre cheminée. Nous avons quitté l'aile ouest et sommes retournés dans la partie principale de la maison, où nous avons trouvé l'inspecteur Graves interrogeant le majordome, un homme âgé nommé Crowthorne. « Tu es ici depuis longtemps, Crowthorne » demanda Graves. « 42 ans, monsieur. Et madame Marchemont, quand est-elle venue nous rendre visite pour la première fois » Le majordome hésita. « Elle est venue pour la première fois il y a 3 mois, monsieur, invitée de Lady Aurelia. Elle n'est restée qu'1 semaine, alors. » Poirot s'avança. « Et cette semaine-là, a-t-elle utilisé l'aile ouest » Le visage ridé de Crowthorne ne trahissait rien. « Je crois qu'elle a pris goût à une des pièces, monsieur. Elle a dit qu'elle était calme. »« Très calme, en effet, » dit doucement Poirot. « Trop calme. » Au déjeuner, la conversation était modérée jusqu'à ce que Julia Nash, de son ton léger habituel, remarque « Je suppose que notre ami belge a déjà résolu toute l'affaire et qu'il se moque simplement de nous. » Poirot sourit poliment. « Monsieur H, la vérité est comme un chat. Il faut l'amadouer, pas la poursuivre. Si on la poursuit avec trop de bruit, elle se cache. » Miss Lovell, inhabituellement silencieuse, leva brusquement les yeux. « Et s'il se cache à la vue de tous ?»« Alors, mademoiselle, » répondit Poirot, « c'est très dangereux. » Cet après-midi-là, Poirot demanda à Lady Aurelia s'il pouvait consulter la correspondance que madame Marchemont avait reçue pendant son séjour. Elle hésita, mais finit par nous conduire à un petit bureau dans le salon. « Voici les lettres qui sont arrivées par la poste la semaine dernière, » dit-elle. « Il y en a peut-être d'autres qu'elle a gardées secrètes. » Parmi elles se trouvait une enveloppe de papier crème épais, oblitérée de Londres, adressée d'une écriture masculine et audacieuse. À l'intérieur se trouvait une simple feuille, portant seulement quelques mots. Mardi, lieu habituel, au crépuscule. Poirot l'étudia un long moment avant de le remettre dans son enveloppe. « Lady Aurelia, savez-vous qui dans votre entourage utilise cette écriture ? » « Je ne le pense pas, » dit-elle fermement. Lorsqu'elle a quitté la pièce, j'ai demandé « Tu penses que c'est lié ?» « Tout est lié, Hastings. Mais la valeur ne réside pas dans le lien évident, mais dans ce qui manque. » « Qu'est-ce qui manque ?» Poirot tapota l'enveloppe. « Une signature. » Ce soir-là, après le dîner, les invités se retirèrent tôt. Je me sentais agité et me dirigeais vers la bibliothèque, où Poirot était assis près du feu, les yeux fixés sur les flammes. « Ah, Hastings, » dit-il sans se retourner, « il y a un moment dans toute enquête où le motif commence à se dessiner. Pas le motif dans son intégralité, mais suffisamment pour savoir ce qu'il sera. Ce soir, nous approchons de ce moment. À cause de la lettre, du fragment brûlé, du loquet de la fenêtre et d'une autre chose, si petite que tu ne l'as pas remarquée. Demain, je te la montrerai, et quand tu la verras, tu diras « Mon Dieu, comme c'était évident !» Je me suis adossé à ma chaise, perplexe mais intrigué. Dehors, le vent s'était levé, et dans le couloir au-delà de la bibliothèque, j'ai cru entendre le léger craquement d'une planche, suivi du silence. Le regard de Poirot croisa le mien. « N'allez pas à l'aile ouest ce soir, Hastings. » « Pas encore. Laissez la souris retourner au fromage. Et ensuite. Et puis.
Et puis, mon ami, nous refermerons le piège. Chapitre 6. D'autres mensonges font surface. Le lendemain matin apporta une lumière fine et humide qui ne parvint guère à apaiser l'atmosphère pesante qui régnait à Belgrave Hall. La disparition de madame Marchemont avait dépassé le stade de la simple curiosité. Elle était désormais une présence constante, une invitée invisible à la table du petit déjeuner. Chaque frottement de couvert, chaque toux, chaque mouvement de chaise semblait ni plus bruyant en l'absence de conversation facile. Poirot, comme toujours, était impeccable, sa serviette pliée avec précision, son œuf parfaitement fendu au sommet, comme par une précision chirurgicale. Il examina la table avec un léger sourire, presque indulgent, comme si chaque convive était une pièce particulièrement intéressante dans une galerie que lui seul pouvait apprécier à sa juste valeur. Lady Aurélia était pâle mais calme, versant du café d'une main qui tremblait à peine. Sir Reginald attaquait ses harangues avec une force inutile. Miss Lovell jouait avec un morceau de pain grillé, le regard fixé sur la nappe. Le colonel Fenton marmonna quelque chose à propos de foie, bien que ses yeux se soient tournés vers Ash, qui était assis dans son fauteuil, sirotant du thé avec un loisir exaspérant. Ce fut Ash qui rompit le silence. « Alors, inspecteur Graves, dit-il, des progrès ont-ils été réalisés dans la recherche de notre disparu? Ou devrions-nous tous nous préparer à rester enfermés jusqu'au printemps ?» Graves, qui nous avait rejoints à l'invitation de Lady Aurélia, répondit sans lever les yeux de son assiette. « Nous suivons chaque piste, monsieur. Mais je vous rappelle qu'une enquête n'est pas une pièce de théâtre. Cela prend du temps. Et parfois, intervint doucement Poirot, il faut un peu de psychologie. » H eut un sourire narquois. « Ah, la psychologie, l'arme mystérieuse du détective qui n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. » Poirot inclina la tête. « Et pourtant, monsieur, vous seriez étonné de voir à quel point un homme révèle tout ce qu'il croit être intelligent. » Cette remarque provoqua un ricanement involontaire chez Sir Reginald, et je remarquai que Miss Lovell jetait un rapide coup d'œil à Ash, son expression se crispant avant de revenir à son toast. C'était le genre de lueur que Poirot ne manquait jamais. Après le petit déjeuner, Poirot suggéra à Lady Aurélia de lui permettre de s'entretenir avec chaque invité en privé dans le salon. « C'est souvent préférable, » expliqua-t-il, « lorsqu'il s'agit d'une conversation en tête-à-tête. On ne dit pas toujours la même chose en groupe. » Lady Aurélia accepta, et bientôt Poirot fut installé dans un fauteuil à haut dossier près de la fenêtre, une petite table devant lui sur laquelle reposait son carnet et un vase de chrysanthèmes tardifs. J'étais assis à l'écart, un stylo à la main, bien que Poirot m'ait conseillé de ne parler que sur son ordre. La première à entrer fut mademoiselle Lovell. Elle semblait plus sûre d'elle qu'au petit déjeuner, mais son regard continuait de se tourner vers la porte, comme si elle souhaitait qu'elle s'ouvre à nouveau et la libère. « Mademoiselle Lovell, » commença Poirot, « vous et madame Marchemont vous connaissiez, comment dire, bien. » « Nous nous sommes rencontrés à quelques reprises avant cette visite, » répondit-elle. « Au théâtre surtout. Elle était plutôt agréable. »« Assez agréable, » répéta Poirot. « Et pourtant je crois que ce n'est pas une amie. Vous n'avez pas recherché sa compagnie ici au manoir ?» Les lèvres de mademoiselle Lovell se pincèrent. Nous n'avions pas grand-chose en commun. Rien en commun, à part peut-être une certaine connaissance à Londres. Le ton de Poirot était doux, mais je vis ses mains se crisper sur ses genoux. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. »« Ah, mais vous, oui, un gentleman, grand, bien habillé, avec un don pour la conversation charmante. Il signe ses notes sans donner son nom. Son visage perdit toute couleur. « Tu as vu. J'en ai vu suffisamment pour savoir que madame Marchemont a reçu un tel message, et je pense que vous en avez reçu aussi. » Elle se leva brusquement. « Je ne vois pas le rapport avec sa disparition. Au contraire, mademoiselle, cela a peut-être tout à voir avec cela. » Une fois parti, Poirot tapota son carnet avec sa plume. « Elle cache quelque chose, Hastings. Et ce n'est pas seulement de la gêne, c'est de la peur. » Le colonel Fenton entra ensuite. Il affichait la formalité rigide d'un homme peu habitué à être interrogé. « Colonel, dit Poirot d'un ton aimable,
Vous et madame Marchemont avez discuté après le dîner, le soir de sa disparition. De quoi puis-je vous demander? Rien d'important. Elle m'a posé des questions sur mon séjour en Inde. J'ai répondu. Et après ça, je suis allé dans ma chambre. J'ai déjà prévenu l'inspecteur. Oui, oui, mais voyez-vous, colonel, un petit détail me trouble. Le jardinier adjoint a vu un homme dans le couloir de l'aile ouest, tard ce soir-là. Un homme de votre corpulence. Le visage rougeau de Fenton s'assombrit. Je n'étais pas dans l'aile ouest. Qui que ce garçon ait vu, ce n'était pas moi. Poirot inclina la tête. Alors, cela ne vous dérange pas si je demande à l'inspecteur de comparer vos bottes aux légères traces de poussière sur l'escalier de l'aile ouest? La mâchoire du colonel se crispa. Fais ce que tu veux, mais tu perdras ton temps. Après son départ, H entra d'un pas nonchalant, tout en charme. Interroger les suspects, Poirot? Dois-je avouer maintenant ou plus tard? Poirot sourit faiblement. Vous vous rangez très vite dans cette catégorie, monsieur. Tout le monde est suspect, n'est-ce pas? Pas tout le monde, seulement ceux qui mentent. H garda son sourire, mais je remarquai un tressaillement musculaire dans sa mâchoire. Et qu'est-ce qui te fait croire que j'ai menti? Parce que, monsieur, vous nous avez dit que vous lisiez jusqu'à minuit. Pourtant, le roman dont vous parlez a été retrouvé hier à la bibliothèque, votre place étant indiquée bien avant la fin. Pour la première fois, l'assurance d'âge vacilla. Je l'ai peut-être remis plus tôt, je ne m'en souviens plus. Poirot se pencha en avant. Oh, je crois que tu t'en souviens très bien. Et je crois que tu as quitté la bibliothèque pour une raison que tu préfères taire. H ne dit rien, se leva simplement et quitta la pièce en s'inclinant avec raideur. Lorsque Sir Reginald prit la présidence, j'avais commencé à comprendre le schéma. Chaque invité, à sa manière, avait éludé la vérité. Sir Reginald, commença Poirot, je serai direct. Vous n'appréciez pas madame Marchemont. Tu t'intéresses à elle? Je la connaissais à peine. Et pourtant, tu as parlé d'elle à ta sœur la veille de sa disparition, en termes assez forts. Il haussa les sourcils. Aurélia a-t-elle bavardé? Non, monsieur. Mais les mots ont le don de voyager. Il se renversa en arrière. Si tu veux savoir, j'ai dit à Aurélia que je ne faisais pas confiance à madame Marchemont. Elle était trop curieuse des affaires de la famille. Elle n'arrêtait pas de poser des questions sur le manoir, sur nos finances. Je n'aime pas les questions, Poirot. Elles mènent aux ennuis. Une fois les entretiens terminés, Poirot ferma son carnet et me regarda pensivement. Tu vois, Hastings, comme les mensonges commencent à apparaître. Chacun est petit, peut-être inoffensif pris individuellement, mais ensemble ils forment une forme. Et bientôt, nous entrerons dans les contours de la vérité. Cet après-midi-là, Poirot disparut pendant près de 2 heures. À son retour, il emportait avec lui un petit bout de papier plié. « Où as-tu trouvé ça ?» ai-je demandé. « Dans la folie, » répondit-il. Il était tombé entre les pierres du banc. Et il nous apprend, mon ami, que madame Marchemont y a rencontré quelqu'un le jour de sa disparition. Quelqu'un en qui elle avait suffisamment confiance pour partir avec lui. Les initiales sont là, effacées, mais lisibles, et elles appartiennent à l'un des nôtres. Dont les yeux de Poirot pétillèrent. Ah, Hastings, patience. Le révéler maintenant serait comme tourner la dernière page d'un livre avant d'en avoir lu le milieu. Il faut laisser l'histoire se dérouler encore un peu. Chapitre 7. Le tournant émotionnel. Le lendemain des entretiens privés de Poirot, le ciel était gris et oppressant. L'atmosphère de Belgrave Hall semblait plus pesante, comme si la maison elle-même avait pris conscience des mensonges qui avaient circulé entre ses murs et attendait presque avec impatience la prochaine fracture. Poirot, impeccablement vêtu d'un costume sombre et d'une cravate bordeaux, prenait son chocolat du matin en silence. À sa façon délibérée de remuer la tasse, sans boire, je voyais qu'il avait déjà plusieurs longueurs d'avance sur les autres. « Tu as quelque chose en tête, Poirot, dis-je. Mais bien sûr, Hastings. Nous sommes proches maintenant, si proches. Je le sens. Mais il manque encore une pièce, et pour l'obtenir, je dois insister. Presse. Il posa sa tasse. Quand on presse le raisin, Hastings, le jus est clair, à moins bien sûr qu'il y ait quelque chose de pourri à l'intérieur.
Dans ce cas, il se trouble aussitôt. Le pressing, comme il s'est avéré, commença au petit déjeuner. Toute la compagnie était réunie. Lady Aurélia en tête, son expression mêlant à la perfection l'hôtesse et la sentinelle. Sir Reginald, le dos raide et méfiant. Le colonel Fenton, en train de pelleter du kedgeree comme si la nourriture pouvait le protéger. Miss Lovell, pâle et tendue. Julian Ash, dont la décontraction habituelle était un peu trop soignée, et le docteur Harcourt, silencieux derrière ses lunettes. Poirot commença avec une apparente désinvolture. « C'est curieux, dit-il en beurrant son toast, qu'on puisse entrer dans une pièce en s'attendant à trouver une personne, et en trouver une toute autre. » Cela attira plusieurs regards. Poirot poursuivit sur un ton conversationnel. « Hier, je suis entré dans l'aile ouest en m'attendant à trouver le vide. Mais j'ai découvert, la veille de la disparition de madame Marchemont, que cette aile n'était pas vide du tout. » Il y eut un silence. Le couteau de Sir Reginald racla son assiette. La tasse d'âge tinta un peu trop fort dans sa soucoupe. « Quelqu'un, poursuivit Poirot, était là. Et ce quelqu'un n'était pas madame Marchemont. » La main de Lady Aurélia s'immobilisa sur la cafetière. « Monsieur Poirot, insinuez-vous ?»« Je n'insinue rien, madame. Je constate simplement un fait. Mais peut-être serait-il préférable que nous en discutions au salon. » Immédiatement. La migration vers le salon se fit silencieuse et tendue. Poirot prit position près de la cheminée, faisant face au groupe tel un chef d'orchestre. « Mes amis, commença-t-il, lorsqu'une dame disparaît dans la nuit, il n'y a que 3 possibilités. 1. Elle part de son plein gré. 2. Elle est enlevée contre son gré. 3. On la persuade de partir, de son plein gré d'abord, puis à contre-cœur. Selon vous, laquelle de ces hypothèses s'applique ici ? » Personne ne répondit. Le regard de Poirot parcourut les visages. Madame Marchemont a quitté sa chambre par la fenêtre. La marque sur le rebord et la position du loquet le montrent clairement. Mais elle n'est pas partie seule. Quelqu'un l'accompagnait ou l'attendait, quelqu'un en qui elle avait suffisamment confiance pour la suivre. Il marqua une pause, et cette personne a laissé une autre trace, sans le savoir, sous la forme d'un petit bout de papier portant ses initiales. Des initiales qui ne correspondent qu'à une seule personne dans cette pièce. Mademoiselle Lovell prit une grande inspiration. « Vous ne voulez pas dire ?» Elle s'interrompit, le rouge lui montant aux joues. « Je peux, mademoiselle, mais nous y viendrons. Pour l'instant, je souhaite parler des mensonges que nous racontons pour nous protéger. »« Des mensonges, » dit-il doucement, comme prétendre lire alors qu'on est ailleurs, ou faire semblant de se retirer pour la nuit alors qu'on va retrouver quelqu'un dans le noir. Le visage d'Ash se durcit. « Si tu suggères... » »« Je ne suggère rien. Monsieur, je présente les faits. La nuit en question, vous avez quitté la bibliothèque avant minuit. Votre livre avait été replacé sur l'étagère, et vous avez pris le chemin de la folie. » Le sang-froid d'Ash vacilla pour la première fois. « Si je l'ai fait, c'était pour rencontrer mademoiselle Lovell, pas madame Marchemont. » Mademoiselle Lovell haleta. « Ce n'est pas vrai. »« C'est vrai, » dit Ash d'un ton sombre. « Nous nous sommes rencontrés brièvement dans la folie ce soir-là. J'avais quelque chose à lui dire, quelque chose de personnel. » La voix de mademoiselle Lovell était sèche. « Et vous pensez que m'impliquer dans cette affaire vous sauvera la mise. » La pièce était animée par un mouvement soudain. Sir Reginald se levait à moitié de sa chaise, la main de Lady Aurélia pressée contre sa bouche, les sourcils lourds du colonel Fenton froncés. Poirot leva la main pour réclamer le silence. « Messieurs, mesdames, soyons calmes. Nous touchons peut-être enfin à la vérité, mais pas à sa totalité. » Son regard se porta à nouveau sur mademoiselle Lovell. « Mademoiselle, vous avez aussi reçu des lettres anonymes, n'est-ce pas ?» Son visage devint blanc. « Comment as-tu pu savoir ça ?»« Je le sais parce que le papier sur lequel ils ont été écrits correspond exactement à celui du mot adressé à madame Marchemont. Même grain, même filigrane. Et l'écriture, déguisée certes, mais pas méconnaissable. Elle appartient à quelqu'un dans cette maison. » Mademoiselle Lovell hésita, les lèvres tremblantes. « Si je vous le dis, croirez-vous que je n'ai rien à voir avec sa disparition ?
Poirot inclina la tête. « Si ce que vous me dites concorde avec les faits, mademoiselle, alors oui. » Elle déglutit. Les mots ont commencé il y a un mois. Toujours anonymes. Il disait des choses comme « Retrouvez-moi là où personne ne vous verra » ou « J'ai des informations dont vous avez besoin ». Au début, je les ai ignorées, mais ensuite... Puis l'un d'eux a dit que c'était à propos de mon père. Je suis allé à la Folie un soir, et il était là. Elle fit un geste vers H. Il a dit qu'il savait quelque chose sur les dettes de mon père. Je ne voulais pas être vue avec lui, alors je suis parti rapidement. Mais je ne l'ai plus jamais revu, je le jure. La mâchoire d'H se serra. C'est vrai. Mais je ne vois pas le rapport avec Madame Marchemont. La voix de Poirot était très douce. Peut-être rien, peut-être tout. Car Madame Marchemont était elle aussi attirée par cette folie, par quelqu'un qui lui promettait des informations. Et elle aussi était préoccupée par des dettes, pas les siennes, mais celles d'autrui. C'était le docteur Harcourt qui s'agitait maintenant, mal à l'aise. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. »« Ah, mais je crois que oui, docteur. Vous avez un jour soigné un homme du village qui devait une somme considérable à un prêteur, londonien. Ce prêteur était lié à Madame Marchemont, n'est-ce pas ?» Le visage d'Harcourt se contracta et à ce moment-là, je sus que Poirot avait raison. Avant qu'Harcourt puisse parler, mademoiselle Lovell se leva, son sang-froid disparut. « Je ne peux pas. Je ne peux plus garder ça pour moi. J'ai vu Madame Marchemont ce soir-là. Pas dans la Folie, mais dans l'aile ouest. Elle était avec un homme. Je ne pouvais pas voir son visage, mais il était grand et portait un pardessus sombre. Ils se disputaient. Elle semblait effrayée. Il y eut un silence stupéfait. Poirot s'avança. « Mademoiselle, c'est important. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit plus tôt ?» J'avais peur. Peur de m'impliquer. Peur de ce qui pourrait arriver si je parlais. Poirot hocha gravement la tête. Et pourtant, voyez-vous, en gardant le silence, vous avez laissé la suspicion s'installer là où elle n'a pas sa place. Son regard se tourna brièvement vers H, puis vers sir Reginald. Poirot laissa le silence s'installer un instant, puis dit « L'homme que vous avez vu ne restera pas caché bien longtemps. Déjà, les pièces se dirigent vers le centre de l'échiquier. Bientôt, la partie sera terminée. » Chapitre 8. Le piège. Le lendemain matin des aveux de mademoiselle Lovell, l'atmosphère à Belgrave Hall était chargée d'une énergie quasi électrique. Pas un mot n'avait été prononcé au petit déjeuner à propos de ces aveux, et pourtant je le sentais peser sur nous tous, un poids muet pesant sur la table. Chaque regard semblait plus perçant, chaque geste plus réfléchi, comme si chacun réfléchissait à la meilleure façon d'adapter son comportement à cette nouvelle information. Poirot, cependant, était d'une humeur inhabituellement agréable. Il beurra ses toasts avec une précision sereine et demanda à Lady Aurélia une seconde portion de marmelade, tout en observant la pièce avec l'attention attentive d'un homme à qui rien ne manque. Après le petit déjeuner, il m'a emmené à l'écart dans la longue galerie, un couloir ensoleillé bordé de portraits ancestraux austères. « Hastings, dit-il doucement, le moment est venu de resserrer l'étau. Mais pour y parvenir efficacement, nous devons créer les conditions dans lesquelles le coupable se sentira suffisamment en sécurité pour commettre une erreur. Un piège ? Exactement. » Ses yeux brillaient. « Mais un homme qui sera appâté non par des menaces, mais par des opportunités. » Je l'ai suivi jusqu'à la petite salle d'écriture, où il s'est assis à un bureau et a commencé à composer une note dans son écriture précise et en boucle. « À qui est-ce adressé ?» demandai-je. « À ceux qui croient que Madame Marchemont possède encore, ou possédait, quelque chose de valeur. Je leur ferai croire que c'est moi, Hercule Poirot, qui le possède. » Il plia soigneusement le papier et le mit dans une enveloppe, puis sonna Crowthorne, le majordome. « Crowthorne, je vous serai très reconnaissant de bien vouloir laisser ce mot sur la petite table du petit salon. Et bien sûr, vous oublierez de fermer la porte à clé ce soir. » Les yeux du majordome brillèrent d'une vague curiosité, mais il inclina la tête. « Très bien, monsieur. » Une fois Crowthorne parti, Poirot se tourna vers moi. « Nous aurons également besoin de la coopération de l'inspecteur Graves. Il n'appréciera pas. Les policiers apprécient rarement ma petite arrangement. »
mais il en verra le sens. Grave fut retrouvé dans la bibliothèque, parcourant méthodiquement le livre d'or. Il fronça d'abord les sourcils lorsque Poirot lui exposa le plan. « Vous voulez les inciter à venir chercher ces soi-disant preuves ?»« Exactement, inspecteur. Et ce faisant, ils se révéleront, par leurs actes, pas par leurs paroles. » Grave se gratta le menton. « Risqué. S'ils sont dangereux, alors nous serons prêts, » dit simplement Poirot. Cet après-midi-là, sous prétexte de mettre de l'ordre dans ses notes, Poirot s'assura que la nouvelle de sa prétendue découverte parvienne suffisamment loin pour atteindre nos suspects. Il laissa son carnet bien en vue sur une table pendant sa conversation avec le colonel Fenton. Il murmura à Lady Aurelia, à portée de voix de Sir Reginald, qu'une preuve allait bientôt être révélée, et il laissa même H entrevoir le bord d'un papier plié, avant de le ranger avec un soin excessif. Le soir, la tension dans la maison était presque insupportable. Miss Lovell évitait complètement les autres, dînant dans sa chambre. Le colonel Fenton était plus agité que jamais, arpentant la pièce devant le feu en marmonnant. Sir Reginald semblait maussade, suivant du regard chaque mouvement dans la pièce. H était courtois comme toujours, mais son charme était désormais fragile, comme s'il pouvait se briser à tout moment. Poirot sembla se contenter de patienter près du feu jusqu'à près de 10 heures, puis il bâilla délicatement et annonça qu'il se retirerait tôt. « J'ai beaucoup de choses à réfléchir, mes amis, » dit-il. « Demain, peut-être, nous aurons des réponses. » En vérité, il n'avait aucune intention de dormir. Nous avions convenu avec l'inspecteur Graves que 2 agents seraient cachés dans la galerie, juste à l'extérieur du petit salon. Poirot et moi prîmes position dans l'alcôve sombre, face à la porte, le message bien en vue sur la petite table. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur insoutenable. J'entendais le faible tic-tac d'une horloge lointaine, le craquement occasionnel du plancher tandis que la maison s'installait. Quelque part, une porte se referma doucement. Puis, des pas, lents, posés, se rapprochant. La silhouette qui émergea dans la pénombre était vêtue d'une robe de chambre sombre, le col relevé. Pendant un instant, je ne pus distinguer qui c'était. Ils s'arrêtèrent à la porte, jetèrent un coup d'œil par-dessus leur épaule, puis se glissèrent à l'intérieur. Nous avons attendu. Un léger bruissement, le bruit d'un papier qu'on soulève, puis le claquement sec de la poignée de porte lorsqu'ils se sont retournés pour partir. Graves s'avança. « Ça ira, monsieur. » La silhouette se figea. Lentement, ils se retournèrent, et dans le clair de lune qui ruisselait de la fenêtre, j'aperçus le visage de « Sir Reginald », m'exclamai-je. Son expression était un mélange de fureur et d'autre chose, de la peur, brute et incontrôlée. C'est absurde. J'étais simplement curieux. La curiosité, monsieur, dit doucement Poirot, est une bonne chose, sauf lorsqu'il s'agit de preuves dans une affaire de meurtre possible. Reginald serra les dents. Je ne lui ai pas fait de mal, mais elle savait des choses. À propos du domaine, à propos des finances, des choses qui pourraient ruiner Aurelia. Je voulais voir si elle les avait écrites. Ah, murmura Poirot. Et vous craignez qu'elle me les ait confiées ? Les yeux de Reginald clignèrent, confirmant cela. Grave s'avança. Il faudra que vous vous expliquiez plus en détail, monsieur. Le regard de Reginald passa de Graves à Poirot, puis à Lady Aurelia, apparut dans l'embrasure de la porte, pâle et abattue. « Je te jure, Aurelia, je ne l'ai pas touchée. Je ne l'ai rencontrée qu'une fois ce soir-là, dehors, près de la folie. Elle a dit détenir la preuve de quelque chose qui pourrait jeter la honte sur la famille, à moins que nous ne trouvions un arrangement. Je lui ai dit que je lui parlerais demain matin. Mais elle n'est jamais revenue. » La main de Lady Aurelia se serra contre le chambranle. « Reginald, pourquoi ne m'as-tu rien dit ?»« Parce que je pensais... » Il s'interrompit, déglutissant difficilement. « Je pensais que tu croirais que j'étais impliqué dans sa disparition. » Poirot l'observa un long moment. « Peut-être dites-vous la vérité, monsieur, ou peut-être seulement en partie, mais votre petite excursion nocturne a atteint son but.
car le véritable coupable saura désormais que les murs se referment. Après que Graves eut emmené Sir Reginald pour un nouvel interrogatoire, Poirot et moi retournâmes dans nos appartements. Le silence était revenu dans la salle, mais d'un autre genre. Moins le silence du secret, plus la pause avant l'orage. Poirot retira sa veste et la suspendit soigneusement. « Voyez-vous, Hastings, le piège n'est pas toujours de prendre le coupable en flagrant délit. Parfois, il s'agit de le débusquer, pour que, pris de panique, il commette l'erreur que nous attendions. Et tu penses que ça va arriver maintenant ? Mais oui, je pense que d'ici demain soir, notre hôte fantôme sera obligé de marcher dans la lumière. » Chapitre 9. Les murs se rapprochent. Le lendemain de l'aventure nocturne de Sir Reginald, Belgrave Hall semblait étrangement vide. Les couloirs, bien qu'inchangés en apparence, semblaient plus longs, les plafonds plus hauts, les ombres plus persistantes. Au petit déjeuner, la tension était plus vive que jamais, mais elle avait une nouvelle dimension. Moins l'anxiété statique de l'incertitude, plus l'agitation frénétique de ceux qui savent que le jeu touche à sa fin. Sir Reginald lui-même ne se présenta pas. L'inspecteur Graves avait demandé qu'il reste dans la bibliothèque sous surveillance discrète jusqu'à nouvel ordre. Lady Aurelia présidait la table avec un air de dignité fragile, parlant très peu. Le colonel Fenton semblait avoir digéré quelque chose de désagréable, tandis que Miss Lovell gardait les yeux rivés sur son assiette. Seul Julian H. conservait ses manières posées, bien que les coins de son sourire semblaient crispés, comme maintenus par l'effort. Poirot, de son côté, était presque joyeux. Il beurra un petit pain, savoura une gorgée de café, puis s'essuya la moustache avec sa serviette. « C'est curieux, n'est-ce pas ?» dit-il d'un ton léger, comme le retrait d'une pièce de l'échiquier change complètement le cours du jeu. Le colonel Fenton ricana. « Si vous parlez de Reginald, je dis toujours que tout cela est absurde. Il a peut-être du caractère, mais il n'est pas du genre à faire disparaître une femme. »« Peut-être pas, » dit Poirot d'un ton doux. « Mais parfois, colonel, la main qui frappe n'est pas celle qu'on attend, et parfois la main qui ne frappe pas est quand même impliquée dans l'affaire. » H leva les yeux de son toast. « C'est un très beau morceau de philosophie, Poirot. Pourriez-vous me le traduire en anglais ?» Poirot lui adressa un petit sourire délibéré. « En clair, monsieur. Alors voilà. La disparition de Madame Marchmont n'était pas un accident, ni l'œuvre d'un inconnu. Elle avait été planifiée par quelqu'un ici, et le plan commence à s'effilocher. » Il y eut un léger bruit lorsque Miss Lovell reposa sa tasse trop vite. La voix de Lady Aurelia était calme mais ferme. « Monsieur Poirot, savez-vous qui était responsable ?» Poirot inclina légèrement la tête. « Je le crois, madame, mais accuser sans preuve serait à la fois imprudent et indigne. Il ne me manque plus qu'une preuve pour que le schéma soit complet. » Il se leva alors, comme si l'affaire était réglée, et me proposa une promenade dans les jardins. Dehors, l'air automnal était frais et humide, et les pelouses scintillaient légèrement de rosée. « Hastings, » dit Poirot tandis que nous nous dirigions vers le lac. « Vous avez peut-être remarqué que nos suspects sont désormais divisés en deux camps, ceux qui souhaitent parler et ceux qui préfèrent garder le silence. Tous deux sont aussi dangereux l'un que l'autre, car ils peuvent dissimuler la vérité. Mais un seul la dissimule par la peur. Et lequel est lequel ?» Il sourit faiblement. « C'est à moi de le savoir, et au coupable de le révéler. » Nous nous sommes arrêtés à la folie, où il a examiné le banc de pierre aux sculptures patinées par le temps. « C'est ici, » murmura-t-il, « que Madame Marchmont a rencontré quelqu'un pour la dernière fois en sécurité. Après cela, elle a été attirée à nouveau dans la maison, dans l'aile ouest, et de là, pouf, elle a disparu. J'ai jeté un coup d'œil autour de la clairière silencieuse. Ça n'a toujours aucun sens. Pourquoi l'attirer ici d'abord ? Pourquoi ne pas aller directement dans sa chambre ? Parce que, mon ami, la folie est symbolique. C'est un terrain neutre, loin des regards et des oreilles de la maisonnée. Un endroit où l'on peut persuader sans être interrompu. Et la persuasion, Hastings, était essentielle. Elle a dû partir de son plein gré au début. C'est pourquoi elle n'a emporté aucun effet personnel.
Pourquoi personne n'a dormi dans son lit? Elle pensait revenir. Nous fûmes interrompus par l'inspecteur Graves, qui s'approchait depuis le sentier. « Poirot, je viens de parler à Sir Reginald. Il maintient sa version. Il l'a brièvement rencontrée à la folie. Elle a laissé entendre des informations compromettantes, et ils se sont séparés en acceptant de se parler le lendemain. »« Et vous le croyez ?» demanda Poirot. Graves hésita. Je ne vois pas quel motif il aurait pu avoir pour lui faire du mal. Mais bon, il y a des gens qui ont fait pire pour moins que le scandale auquel il était confronté. Poirot hocha la tête. Néanmoins, je pense que Sir Reginald a joué le rôle d'un homme utilisé dans le plan d'autrui. Ce n'est pas lui qui a porté le coup décisif, pour ainsi dire. Graves fronça les sourcils. Alors qui? Poirot leva le doigt. Patience, inspecteur. Ce soir, nous aurons la réponse. Mais pour qu'elle soit claire, je dois arranger le décor. Pourriez-vous m'aider? L'inspecteur a accepté, même si je pouvais voir qu'il était à la fois perplexe et méfiant. En fin d'après-midi, le plan de Poirot était en marche. Il demanda à Lady Aurélia d'inviter tous les convives au salon après le dîner, sous prétexte qu'il souhaitait partager ses conclusions. « Il faut que chacun sache que je parlerai ouvertement, » me dit-il, « mais en réalité, je garderai certaines choses pour moi. Cela forcera le coupable à agir avant que je puisse révéler ce qu'il craint le plus. » Ce soir-là, le dîner fut tendu. Les conversations étaient rares, les couvertes raclèrent la porcelaine, le feu crépitait et sifflait dans la cheminée. Poirot était tout en charme et en civilité, mais je percevais la netteté de son regard tandis qu'il observait chaque mouvement, chaque tressaillement de main, chaque mouvement de chaise. À 9 heures, nous nous sommes réunis dans le salon. Le grand lustre brillait au-dessus de nos têtes, projetant ses reflets dans les fenêtres obscures. Poirot se tenait près de l'âtre, les mains jointes, dans une posture parfaitement posée. « Mes amis, commença-t-il, nous sommes réunis ici parce qu'un crime, oui, je l'appellerai ainsi, a été commis entre ces murs. Une dame a disparu. Certains voudraient vous faire croire qu'elle est partie de son plein gré. Je vous le dis maintenant, elle n'a pas disparu. » Miss Lovell laissa échapper un léger halètement. « La nuit de sa disparition, poursuivit Poirot, Madame Marchmont rencontra quelqu'un dans la folie. Cette personne la persuada d'entrer dans l'aile ouest, une partie inutilisée de la maison, où il pourrait la parler sans être interrompu. Mais la conversation ne se déroula pas comme prévu. Peut-être refusa-t-elle une demande en mariage. Peut-être menaça-t-elle de parler ouvertement. Quelle qu'en soit la raison, elle ne retourna pas dans sa chambre. Poirot laissa ces mots pénétrer son esprit avant de poursuivre. La personne qu'elle a rencontrée ne lui était pas étrangère. Ils partageaient un lien qui pouvait paraître innocent à certains, mais qui en réalité reposait sur des secrets partagés et des risques mutuels. Je sais qui est cette personne. Je sais pourquoi il la craignait. Et je sais ce qu'elle est devenue. Le colonel Fenton s'agita sur sa chaise. « Alors, pour l'amour du ciel, mec, dis-le. » Poirot secoua doucement la tête. « Pas encore, colonel. Il reste une question sans réponse. Une question qui trouvera sa réponse ce soir. Et quand elle le sera, vous connaîtrez tous la vérité. » Et il s'inclina légèrement, comme s'il concluait une conférence, puis, à ma grande surprise, quitta la pièce sans un mot de plus. L'effet fut immédiat. Les invités échangèrent des regards, le visage pâle, le regard méfiant. Le silence était lourd de suspicion. Quelque part dans ce silence, me dis-je, résonnait le son de quelqu'un qui calculait son prochain coup. De retour dans nos chambres, je ne pus retenir ma curiosité. « Poirot, pourquoi ne pas leur dire tout de suite ?»« Parce que, mon ami, le coupable est désespéré. Il croit que je les dénoncerai demain. Ce soir, ils feront tout pour que je ne le puisse pas. Et quand ils le feront, nous serons prêts. » Il jeta un coup d'œil vers le couloir sombre derrière notre porte. « Dors bien, Hastings. L'armée fantôme viendra nous rendre visite avant la fin de la nuit. » Chapitre 10. L'apparition de l'hôte fantôme. Les heures qui suivirent la révélation volontairement incomplète de Poirot s'écoulèrent dans un silence pesant, comme si Belgrave Hall retenait son souffle. À 11 heures, les invités s'étaient retirés, certains avec une fatigue sincère, d'autres, me sembla-t-il, avec l'énergie nerveuse de ceux qui savent qu'ils ne dormiront pas.
Poirot et moi retournâmes dans nos chambres, mais il ne se déshabilla pas. Il s'installa dans le fauteuil près de la fenêtre, les mains posées sur les accoudoirs, les yeux mi-clos. La petite lampe sur le bureau projetait une douce lumière, plongeant les coins de la pièce dans l'ombre. « Poirot, dis-je doucement, tu t'attends vraiment à ce qu'il joue ce soir ? » « Mais bien sûr, Hastings. J'ai annoncé que demain je nommerai le coupable. Pour les innocents, c'est le soulagement. Pour les coupables, c'est la panique. Et la panique, ça mène à la folie. » Il jeta un coup d'œil à sa montre. « Ce sera bientôt. La maison est calme, les couloirs faiblement éclairés, les domestiques endormis. L'occasion est parfaite pour quelqu'un qui souhaite écarter une menace ou récupérer un objet compromettant. » Nous attendions. Le temps s'écoulait lentement, mesuré par le faible tic-tac de l'horloge de la cheminée. Quelque part au fond de la maison, une planche craqua, mais tout redevint silencieux. Il était presque minuit quand nous l'entendîmes. Un pas léger est posé dans le couloir, derrière notre porte. Poirot jeta un coup d'œil furtif vers moi et leva un doigt pour réclamer le silence. Les pas étaient lents, prudents. Trop prudent pour quelqu'un qui se contentait d'aller chercher un livre ou un verre d'eau. La poignée de notre porte ne tourna pas, mais nous entendîmes un autre bruit, le léger frottement d'un pas dans le couloir en direction de l'escalier. Poirot se leva sans bruit, me faisant signe de le suivre. Nous nous glissâmes dans le couloir, où la lumière du gaz des appliques projetait des ombres longues et étroites. Devant nous, une silhouette sombre avançait résolument, les plis d'une robe de chambre ondulant légèrement à chaque pas. Il tenait un petit objet dans une main, peut-être un papier plié ou une clé. Poirot se déplaçait avec une discrétion surprenante pour un homme de son âge, gardant une distance constante tandis que nous le suivions. La silhouette s'engagea dans la longue galerie, où le clair de lune filtrait à travers les hautes fenêtres, argentant le sol. Là, le bruit de leurs pas me parut anormalement fort, bien qu'ils ne s'arrêtent qu'une seule fois, pour jeter un coup d'œil derrière eux. Nous nous glissâmes dans l'alcôve d'une banquette près de la fenêtre, retenant notre souffle. La silhouette poursuivit son chemin jusqu'au fond de la galerie et se glissa dans le petit salon. Par l'entrebâillement de la porte entr'ouverte, nous pouvions les voir se diriger vers le bureau, à l'endroit même où Poirot avait placé la prétendue « preuve » plus tôt dans la journée. Ils se penchèrent sur la table, feuilletant les papiers d'un geste rapide et précis. Je fis un pas en avant, mais la main de Poirot se resserra sur mon bras. « Pas encore », murmura-t-il. L'intrus trouva ce qu'il cherchait, ou croyait avoir, et se redressa, glissant l'objet dans la poche de leur robe de chambre. Puis, juste au moment où il se tournait vers la porte, Poirot apparut dans la lumière. « Bonsoir, madame » ou « devrais-je dire « bonsoir, Fantomost » La silhouette se figea. Dans le rayon de lune qui éclairait la fenêtre, le visage pâle et surpris de dame Aurélia était révélé. Pendant un instant, elle ne dit rien, fixant Poirot avec de grands yeux. Puis, avec effort, elle se redressa. « Vous m'avez surprise, monsieur Poirot. J'étais simplement... » « Ah !» interrompit doucement Poirot. « Vous vous assuriez simplement qu'aucun document dangereux ne tombe entre mes mains. Mais hélas, il y est déjà. » Son sang-froid vacilla. « Tu ne comprends pas. Je comprends très bien, madame, » dit doucement Poirot. La connaissance qu'avait madame Marchemont des finances de votre famille, sa découverte de certaines irrégularités, représentait un danger pour vous, et vous craignez qu'elle n'utilise cette information à ses propres fins. Ce n'est pas vrai. La voix de dame Aurélia était maintenant sèche, cassante. Oui, elle était au courant de certaines choses, mais elle est venue me voir en amie. Elle voulait m'aider. Et pourtant, murmura Poirot, elle a disparu la nuit même où elle vous a rencontré dans l'aile ouest. Le regard de lady Aurélia se porta vers la porte, comme si elle se demandait si elle pouvait simplement partir. Poirot s'écarta légèrement, mais quelque chose dans sa présence, une fermeté inébranlable, sembla la figer sur place. « Vous avez organisé une rencontre avec elle » poursuivit Poirot, sous prétexte de discuter de ces informations en privé.
Mais elle n'est pas restée seule longtemps. Un autre vous a rejoint, quelqu'un qui avait ses propres raisons de vouloir la faire taire. Et lorsqu'elle a résisté, les lèvres de dame Aurélia se pincèrent, ses yeux pétillants. « Je n'ai jamais voulu. » Elle s'interrompit comme consciente d'en avoir trop dit. Poirot s'approcha d'une voix calme mais ferme. « Madame, vous n'avez pas porté la main sur elle, mais vous avez préparé le terrain, consciemment ou non, pour ce qui a suivi. Et celui qui a agi, qui l'a fait disparaître, est toujours là, observant toujours, craignant toujours ce que je dirai demain. » Ses épaules s'affaissèrent. Je pensais que si je retrouvais ces lettres, je pourrais protéger la famille. Je ne savais pas que ça en arriverait là. Poirot hocha gravement la tête. « Alors, madame, aidez-moi. Dites-moi ce que vous avez vu dans l'aile ouest cette nuit-là. » Elle hésita quelques secondes, puis dit à voix basse. C'était faiblement éclairé, mais je les ai vus ensemble. Madame Marchemont et un homme. Ils me tournaient le dos, mais je reconnaissais le manteau. C'était... Elle s'interrompit au bruit de pas précipités qui résonnèrent dans la galerie. L'inspecteur Graves apparut, suivi de 2 agents. « On a entendu des voix, tout va bien ?» Poirot se tourna vers lui. « Très bien, inspecteur, mais demain nous aurons besoin de tous ceux qui seront présents au salon après le déjeuner. Le temps des ombres est révolu. » Tandis que Graves raccompagnait Lady Aurélia vers ses appartements, je suivis Poirot jusqu'au nôtre, la tête pleine de questions. « Poirot, si elle a vu le manteau de l'homme. » Il leva la main. « Chut, Hastings. Il ne faut pas perturber le moment de la révélation. L'esprit du coupable est en pleine tourmente. Demain, soit il s'enfuira, soit il tentera une dernière tentative pour se sauver. Et quand il le fera... » Il se tapota le côté de la tête. « Les petites cellules grises seront prêtes. » Chapitre 11. Le filet se resserre. Le lendemain de l'excursion nocturne de Lady Aurélia était un de ces jours d'automne clairs et froids où l'air semble affiner chaque silhouette. Le givre sur les pelouses scintillait sous la pâle lumière du soleil, et le lac, miroir parfait, reflétait les branches nues des êtres. Mais à l'intérieur de Belgrave Hall, la beauté matinale était sans égale. La maison était tendue, vigilante. Poirot, comme toujours, était serein. Il était assis à la petite table du petit déjeuner dans notre chambre, découpant la croûte de ses tartines avec une précision chirurgicale. « Aujourd'hui, mon ami, dit-il sans lever les yeux, la vérité commence à émerger. Nous devons être prêts pour le dernier mouvement de la symphonie. Tu donnes l'impression que c'est presque artistique, dis-je en me versant du café. C'est artistique, Hastings. Un crime, surtout un crime aussi soigneusement construit, est une composition. Et comme toute composition, il a ses thèmes, ses motifs, son crescendo. Aujourd'hui, nous abordons le fortissimo. » En bas, l'inspecteur Graves était déjà dans la bibliothèque, parlant à voix basse à 2 agents. Il leva les yeux à notre entrée. « J'ai placé Sir Reginald sous surveillance, comme vous l'avez demandé. Il n'est pas content, mais il coopère. Lady Aurélia est dans sa chambre. Les autres, eh bien, on leur a dit de rester dans la maison. » Poirot hocha la tête. « Bon, ce matin, inspecteur, je vais parler à chacun d'eux une dernière fois, non pas pour poser des questions, mais pour les écouter. Quand on croit la fin proche, on parle souvent plus qu'on ne le pense. » Le premier arrivé fut le colonel Fenton. Il entra d'un pas vif, sa canne à la main, et se planta devant Poirot comme un soldat attendant ses ordres. « Eh bien, Poirot, j'espère que vous avez quelque chose de concret cette fois. J'en ai assez de rôder comme un criminel chez mon ami. »« Colonel, » dit Poirot d'une voix douce, « la nuit où Madame Marchemont a disparu, êtes-vous resté dans votre chambre après avoir joué aux cartes avec Sir Reginald ? » ?»« C'est vrai. J'ai lu un peu, puis je me suis couché. »« Et vous n'êtes pas passé par l'aile ouest ? » ?»« Non. » Le regard de Fenton était fixe, mais je crus détecter un léger resserrement autour de sa bouche. Poirot inclina la tête. « Vous me pardonnerez, colonel, si je ne l'accepte pas entièrement. Voyez-vous, le jardinier adjoint a vu un homme de votre corpulence cette nuit-là.
et la poussière sur l'escalier de l'aile ouest porte la marque d'une botte de votre taille et de votre foulée. Pendant un moment, Fenton resta silencieux, puis il laissa échapper un petit rire. « Très bien, je suis passé par là. Je ne pensais pas que ça avait d'importance. » « Et pourquoi, colonel, cela n'aurait-il pas d'importance que vous soyez dans la partie de la maison où madame Marchemont a été vue pour la dernière fois ? » « Je ne l'ai pas vue. Je suis descendu au fumoir par là. C'était plus calme, c'est tout. » Le regard de Poirot était indéchiffrable. « Peut-être. » Il nota brièvement dans son carnet. « Ce sera tout pour l'instant. » Une fois Fenton parti, Julian Ash entra nonchalamment, sa robe de chambre ceinturée de manière lâche, une expression d'amusement facile au visage. « Encore une enquête de Poirot ? » ?»« Pas une enquête, monsieur, juste une conversation. » Poirot désigna une chaise. « Vous êtes déjà venu à Belgrave Hall ? » ?»« Une fois, un week-end au printemps dernier. » »« Pourquoi ? » ?»« Parce que vous connaissez suffisamment bien sa géographie pour vous y déplacer dans l'obscurité. » Le sourire d'Ash s'estompa. « C'est un crime ? » ?»« Cela dépend de l'endroit où vous déménagez et de la raison. Par exemple, dans la folie pour des réunions. Dans l'aile ouest pour d'autres raisons. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas rencontré madame Marchemont là-bas. C'est vrai. Vous avez rencontré mademoiselle Lovell. Mais vous saviez que madame Marchemont recevait le même genre de lettres que vous envoyez à mademoiselle, n'est-ce pas ? L'espace d'un instant, les yeux d'Ash vacillèrent. J'ai peut-être entendu des rumeurs. Poirot se pencha en arrière. Les rumeurs, monsieur, sont les graines qui font pousser des plantes dangereuses, et je crois que vous les avez arrosées plus que vous ne l'admettez. Ash haussa les épaules. Pense ce que tu veux. Il se leva, fit une révérence moqueuse et partit. Miss Lovell fut la suivante. Elle entra avec hésitation, les mains jointes. « Vous avez dit hier soir que vous auriez besoin de mon aide, » commença-t-elle. « Oui, mademoiselle. Vous nous avez dit avoir vu madame Marchemont avec un homme dans l'aile ouest. Vous avez reconnu le manteau, avez-vous dit. À qui était-il ? » Elle se mordit la lèvre. « Je croyais que c'était celui du colonel Fenton. La coupe, la couleur, on aurait dit le sien. » « Vous y pensiez, mademoiselle ? Ou vous le saviez ?» Ses yeux se posèrent sur la porte. « Je n'en suis pas sûr. Il faisait sombre. » Poirot l'observa un long moment. « Tu as peur. » »« De quoi ? Ou de qui ? » ?»« J'ai peur de me tromper, » dit-elle enfin, « d'accuser la mauvaise personne. Et pourtant, dis doucement. Poirot, vous êtes tout à fait sûr d'avoir vu la main de cet homme lorsqu'il s'est tourné vers vous, et qu'elle était gantée d'une manière inhabituelle pour le colonel. » Elle parut surprise. « Comment as-tu pu ? » ?»« Je vous observe, mademoiselle. C'est mon métier. » À la fin du dernier entretien, le petit carnet de Poirot était plein. Il le referma d'un claquement de doigts précis et regarda Graves. « Inspecteur, cet après-midi, après le déjeuner, nous rassemblerons tout le monde au salon. Je leur dirai la vérité. Mais d'abord, il y a quelque chose que nous devons faire. » Nous le suivîmes dans l'aile ouest. Le couloir était froid, l'air vicié. Poirot nous conduisit à la 4e pièce, celle dont la fenêtre donnait sur la pelouse. Il alla droit à la cheminée et s'agenouilla, caressant le rebord de la grille. D'un mouvement brusque, il en sortit un petit paquet enveloppé dans une toile cirée. « C'est, inspecteur, ce que notre hôte fantôme recherchait la nuit dernière. » Graves le déballa et révéla une liasse de papiers, certains des lettres, d'autres des relevés bancaires. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? L'influence de madame Marchemont, des preuves de dette, de mauvaise gestion et, comment dire, une comptabilité fictive. De quoi faire scandale si cela parvenait à certaines oreilles. Et Lady Aurélia était au courant ? Elle avait des soupçons, mais elle n'était pas la seule. La personne qui craignait le plus ces papiers était celle qui avait pris des mesures pour faire expulser madame Marchemont, puis les avait recherchés par la suite. Graves avait l'air sombre. « Et tu leur donneras un nom cet après-midi ?» L'expression de Poirot était sereine. « Oui. Pour l'instant, le filet est serré, inspecteur, mais il se refermera complètement dans le salon. Et quand ce sera le cas, il n'y aura plus d'échappatoire. » En quittant l'aile ouest, j'ai remarqué le changement dans la démarche de Poirot. Plus légère, presque enjouée.
Tu as vraiment tout maintenant, ai-je demandé. Presque, Hastings, presque. Il ne reste plus qu'un dernier mensonge à dévoiler. Et quand je le dévoilerai, tu verras que chaque fil que nous avons suivi mène à la même paire de mains. Chapitre 12. Le rassemblement du salon. L'heure dite arriva. Le salon de Belgrave Hall, avec ses hautes fenêtres à guillotine et sa moquette d'aubusson défraîchie, avait l'atmosphère sombre d'une salle d'audience. Dehors, la lumière de fin d'après-midi baissait déjà dans l'or feutré de la fin de l'automne, et le feu crépitait dans la cheminée, comme pour repousser le froid qui s'installait. Lady Aurelia était assise à sa place habituelle près du foyer, le dos droit, les mains pâles jointes sur ses genoux. À sa droite se tenait Sir Reginald, la mâchoire serrée, un air de défi obstiné. Le colonel Fenton occupait une chaise près de la fenêtre, sa canne posée à côté de lui, les yeux fermés. Miss Lovell était un peu à l'écart, perchée au bord de son siège, les mains jointes. Julia Nash était allongée sur le canapé, une jambe croisée sur l'autre, l'air calme mais vigilant. Le docteur Harcourt, presque spectral dans son costume sombre, se penchait en arrière dans l'ombre, ses lunettes illuminant la lueur du feu. L'inspecteur Graves se tenait à l'écart, carnet à la main, un agent à chaque porte. Poirot, impeccable dans son costume gris et sa pochette blanche, se plaçait au centre de la pièce comme sur une scène. « Mes amis, commença-t-il d'une voix calme mais qui résonnait partout, nous sommes réunis ici pour parler d'une disparition. Madame Isobel Marchmont, invitée de Lady Aurelia, n'a pas été revue depuis la nuit du 12 octobre. Depuis, nous avons fouillé le domaine, interrogé les domestiques, examiné toutes les pistes possibles pour s'échapper ou se cacher. Et pourtant, rien. Elle est partie. » Il s'arrêta, laissant le silence s'installer. Mais voyez-vous, il n'y a aucune magie dans cette disparition. Aucun fantôme surnaturel ne rôde dans les couloirs. L'hôte fantôme de Belgrave Hall n'est pas un esprit, il est fait de chair et de sang. Et il est là, parmi nous. Sir Reginald émit un reniflement aigu, mais Poirot continua, imperturbable. Tout d'abord, examinons les possibilités. Aurait-elle pu partir de son plein gré? Non. Ses affaires étaient intactes, son lit était vide, sa lettre inachevée était sur son bureau. Aurait-elle été enlevée par un inconnu? Encore? Non. Il n'y a aucune trace d'intrusion extérieure. Ce qui nous amène à une conclusion. Elle a été attirée hors de sa chambre par quelqu'un de la maison, et elle n'est jamais revenue. Poirot commença à se déplacer lentement dans la pièce, son regard se posant tour à tour sur chaque visage. Examinons, un par un, ceux qui auraient pu souhaiter son départ. Sir Reginald, vos motivations à première vue sont solides. Madame Marchmont connaissait certaines informations sur les finances de la famille, des vérités qui auraient pu causer un grand embarras si elles avaient été rendues publiques. Vous reconnaissez lui avoir parlé ce soir-là et l'avoir rencontré à la Folie. Pourtant, vous affirmez vous être séparés à l'amiable, avec l'intention de vous reparler demain matin. La voix de Reginald était sèche. Parce que c'est la vérité. Peut-être, mais tu t'es couché en sachant qu'elle pourrait te dénoncer et tu craignais ses agissements. Cette peur, cependant, a été exploitée par quelqu'un d'autre. Tu étais un personnage facile à soupçonner, un homme motivé, placé au bon endroit pour faire diversion. Poirot se tourna vers le colonel Fenton. « Colonel, vous avez dit vous être retiré dans votre chambre après une partie de cartes. Et pourtant, le jardinier adjoint a aperçu un homme de votre corpulence dans le couloir de l'aile ouest. Et la poussière sur l'escalier porte la trace de vos bottes. Vous reconnaissez maintenant être passé par là, mais vous prétendez que c'était uniquement pour rejoindre le fumoir par un chemin plus calme. Un choix curieux, quand cette partie de la maison est froide, inhabitée et plongée dans l'obscurité. » Fenton s'agita sur son siège. « Ce n'était rien de plus qu'une promenade, mec. »« Une promenade, certes, mais qui vous a amené près de l'endroit où Madame Marchmont a été vue pour la dernière fois. L'avez-vous rencontrée là-bas? »
Lui avez-vous parlé? Peut-être. Mais vous ne l'avez pas fait disparaître. Vous aussi, vous êtes un élément clé. Le regard de Poirot se porta alors sur Julian H. Monsieur H., vous êtes l'araignée dans la toile des notes. Vous avez organisé des rencontres secrètes avec mademoiselle Lovell, et peut-être avec d'autres. Vous saviez comment attirer quelqu'un dans un endroit calme, comment écrire sans signer. Et madame Marchemont a reçu un tel mot le jour de sa disparition. Est-ce votre main qui l'a écrit? Les lèvres d'H se retroussèrent. Si c'est le cas, il n'y a aucune preuve. Ah, mais il y en a un. Le papier, le filigrane, la légère trace de ton eau de Cologne. Tout cela parle de lui-même. Vous l'avez rencontré ou vous avez cherché à le faire, mais quelqu'un d'autre l'a rencontré en premier. Poirot s'approcha de Miss Lovell, son ton s'adoucissant. « Mademoiselle, vous avez été à la fois courageuse et craintive. Vous nous avez dit avoir vu madame Marchemont avec un homme dans l'aile ouest, un homme dont vous pensiez que le manteau était celui du colonel Fenton. Vous avez craint de parler plus tôt, peut-être parce que vous doutiez de vos propres yeux, ou parce que vous craigniez l'homme lui-même. Pourtant, vous avez aussi vu autre chose. Sa main, une main gantée d'une manière inhabituelle. Le regard de mademoiselle Lovell baissa. Oui, mais je n'en suis toujours pas sûr. Vous en êtes sûre, mademoiselle, mais l'esprit se protège souvent en feignant le doute lorsque la certitude est trop dangereuse. Poirot se tourna alors vers lady Aurélia. Elle soutint son regard avec fermeté, mais je perçus une pointe de tension. « Madame, vous avez avoué avoir rencontré madame Marchemont ce soir-là. Vous dites avoir voulu protéger la famille du scandale. Vous avez recherché ses lettres, ses documents. Et pourtant vous l'avez laissée seule, c'est ce que vous prétendez, avec l'homme qui allait la faire disparaître. C'est une omission dangereuse, madame, qui a permis au véritable coupable d'agir sans être vu. » Les doigts de lady Aurélia se crispèrent sur la coudoir de son fauteuil. « Je ne savais pas ce qu'il voulait dire, » dit-elle doucement. Poirot inclina la tête. « Peut-être, mais vous en saviez assez pour le craindre par la suite et pour rechercher les preuves qu'il aurait pu laisser derrière lui. C'est pourquoi, hier soir, vous êtes venu en secret dans le petit salon. Vous pensiez trouver ces documents avant moi, mais ils étaient déjà en ma possession. » Il s'arrêta et observa la pièce. Ainsi, chacun de vous a un fil conducteur dans cette tapisserie, mais la main qui les a tissés ensemble, l'esprit qui a planifié et exécuté la disparition, n'appartient qu'à l'un d'entre vous. Cette personne avait l'opportunité, connaissait les recoins secrets de la maison et le talent pour persuader madame Marchemont de la suivre sans recourir à la force. C'est aussi elle qui avait le plus à perdre, non pas en orgueil, ni en ragot, mais en ruine. Et elle croyait, à tort, que l'éliminer résoudrait tout. Poirot joignit les mains derrière son dos. « Demain, je vous dirai le nom de cette personne et ce qu'il est advenu de madame Marchemont. Mais ce soir, je laisserai le coupable réfléchir à l'inéluctabilité de ce qui l'attend, car il sait dès maintenant que la partie est terminée. » Il y eut un long silence. Le feu crépita dans la cheminée. Au fond de la maison, une porte se referma doucement. Alors Sir Reginald s'écria « C'est intolérable, Poirot. Si vous le savez, dites-le. » Poirot sourit faiblement. « Patience, monsieur. La vérité, comme un soufflet, doit être servie au moment précis. Trop tôt, et elle s'effondre.